Merci de nous rejoindre pour cette dernière, troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Gaspard Hubert, Lonzi Coco, Mahamat Zang, Alfred Thiango, notre éditorialiste. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux mines antipersonnelles qui continuent de menacer la vie de millions de personnes, notamment sur le continent africain. 20 ans après le traité d'Ottawa, les mines antipersonnelles, un fléau encore loin d'être éradiqué, enfoui sous terre ou disséminé il y a des années dans les champs ou devant des écoles. Les mines antipersonnelles peuvent exploser à tout moment. C'est le cas notamment au Soudan du Sud où ce sont des millions de personnes qui sont encore menacées par ces bombes à retardement sur le terrain. Et 7 ans après l'arrêt de la guerre contre le Soudan du Nord, le travail de déminage se poursuit. C'est un sujet signé Corinne Kamzefem. À l'école primaire et secondaire de Saint-Mathieu de Lobonok, une localité située au sud de Juba, la capitale sud-soudanaise, élèves et enseignants ont souvent côtoyé la mort. L'école avait dû être évacuée et fermée pendant 6 mois après la découverte d'une dizaine de mines antipersonnelles non explosées. Les démineurs sont venus ici dans notre école, puis ils ont découvert quelque part devant qu'il y avait une bombe. Alors, ils sont venus et ils l'ont déminée. Et maintenant, nos vies sont sauves. Nous pouvons maintenant aller n'importe où. Les démineurs, une équipe de la section anti-mine de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, ont conduit des exercices de déminage dans certaines parties du pays. Le prétexte de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mine qui a lieu chaque 4 avril a donné l'occasion de retrouver des centaines de mines. Comme dans cette école, de nombreuses zones peuplées du Soudan du Sud sont sous la menace des mines. L'école a été fermée pour la sécurité des enfants pendant que l'opération se déroule. Mais vous pouvez voir à quel point les mines sont proches de l'école. C'est pourquoi la zone a été interdite aux écoliers et c'est l'une des priorités. Des chiffres officiels de la mission des Nations Unies révèlent que plus de 4 millions de mines et engins explosifs ont été trouvés et détruits au Soudan du Sud au cours des 10 dernières années. Les mines qui ont explosé ont fait près de 5000 blessés et morts. Le plus jeune État du monde tarde à renouer avec la paix depuis la reprise des hostilités en 2013. En 2011, le Soudan du Sud a signé le traité d'Ottawa qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. On va quand même lancer ce débat sur le travail de déminage donc, qui se poursuit véritablement sur le terrain au Soudan du Sud. Je le disais tout à l'heure, 20 ans après le traité d'Ottawa qui interdit donc les mines antipersonnelles, reste maintenant le travail de déminage et c'est précisément donc le cas au Soudan du Sud, Mahamat Zang. Oui, le problème, n'est-ce pas, des mines et des différents engins explosifs se pose avec une acuité particulière dans tous les pays où il y a eu des guerres. C'est le cas probablement en République du Congo, c'est le cas en Angola, c'est le cas en Sierra Leone, c'est le cas un peu partout au Tchad. Et donc, tout à l'heure, comme je le disais, il fallait avoir... J'insiste beaucoup là-dessus, il faut que les Africains apprennent à régler les problèmes eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. On sait très bien que ces engins peuvent exploser plusieurs décennies après et que ça entrave l'acheminement, n'est-ce pas, de l'aide humanitaire et ça empêche le développement des pays. Donc c'est un problème extrêmement important qu'il faut que les autorités prennent à bras le corps et essayer de lui trouver une solution rapide parce qu'autrement les mutilations peuvent être terribles. Alors on parle là de mines qui sont donc enfouies sous terre depuis de nombreuses années au moment du conflit avec le Soudan du Nord. Gaspard Hubert, Lonzi Coco. Oui, tout à fait, et d'autant plus que le Soudan a signé les traités d'Ottawa interdisant l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. Donc on a affaire à un fléau
un fléau qui empêche la reconstruction et le développement du pays, un fléau qui porte préjudice aux activités agricoles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire effectivement avec l'aide des pays voisins, avec l'aide de l'Union africaine, avec la volonté du gouvernement soudanais? Il faut commencer par continuer à déminer, il faut aider les victimes et aussi il faut ne plus employer de mines antipersonnelles. Alors, pardon, mais sur cette question, l'Union africaine n'intervient pas vraiment. Il y a une question qui m'interpelle et qui doit nous interpeller tous. Combien de pays africains fabriquent des mines? Aucun à ma connaissance. Bien. Qu'est-ce qui les produit, qu'est-ce qui les vend et qu'est-ce qui les achemine en Afrique? Et qui les achète? Bien, il y a cette question-là qu'il faut aussi poser afin que les choses puissent être un peu plus claires. Mais c'est quand même assourdissant le silence des responsables de l'Union africaine, de la même façon qu'ils se sont tus lorsque des jeunes Africains se jettent à travers la Méditerranée pour gagner l'Eldorado. Sur ces questions extrêmement importantes, on constate qu'il y a une espèce d'inadéquation, de décalage entre ce que vivent les populations locales et ce que pensent et préconisent certains chefs d'État au niveau de l'Union africaine. C'est hélas le lot commun justement, c'est pourquoi je dis le panafricanisme, c'est un beau slogan en Afrique, puisque là nous sommes dans la commémoration du génocide rwandais et des Tutsis au Rwanda. Ça tombe à pic justement qu'on évoque cette question des mines antipersonnelles et du fait effectivement que au moment des conflits, au moment des guerres, des gouvernements ont choisi volontairement d'utiliser des mines antipersonnelles comme armes contre leurs adversaires sans penser aux conséquences à court, moyen et long terme. On l'a vu en Angola, jusqu'aujourd'hui encore, il y a des zones où les populations ne peuvent pas aller parce qu'il y a encore de ces mines. Et on l'a vu tout le combat que Lady Diana menait justement pour lutter contre ces mines antipersonnelles. Elle avait été même en Angola, dans l'arrière-pays, et on a vu les mutilations que ça provoque. Je pense effectivement que c'est une question de responsabilité, pas seulement puisque le gouvernement sud-soudanais n'a pas les moyens de sa politique anti-mine personnelle. C'est intéressant que les Nations Unies soient là, mais il faut former des Sud-Soudanais justement au déminage et leur donner les moyens, parce que on ne va pas continuer toujours dans la dépendance. Là, ce sont les Nations Unies qui justifient de leur présence, parce que au Sud-Soudan, il n'y a pas de démineurs en nombre suffisant formés pour rechercher ces mines antipersonnelles. Donc il faut à la fois cette action et en même temps, au niveau de l'Union africaine, malheureusement, avoir une politique de prévention justement et d'action concrète sur le terrain. Je crois que c'est de cette seule manière-là qu'on arrivera à éviter justement la prolifération de ces mines-là et en même temps qu'on persévérera dans le déminage des zones qui sont infestées. Gaspard Hubert. Rapidement, pauvre Union africaine, il est vrai que c'est à elle d'intervenir, mais qui finance l'Union africaine aujourd'hui? Est-ce que les pays membres de l'Union africaine eux-mêmes contribuent au financement de cet organisme? Dès lors que l'argent vient de l'extérieur, ne soyons pas surpris que ceux qui donnent l'argent introduisent aussi des choses inhumaines dans notre continent. En tout cas, je suis sûr d'une chose, en RDC, les mines antipersonnelles sont les conséquences du vent de l'Est. N'est-ce pas? Mais non, mais moi c'est vrai. Mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup en RD Congo. C'est ça qu'il faut souligner. C'est-à-dire que par rapport à l'Angola, évidemment, et au Sud-Soudan, puisque la guerre a duré trop longtemps. Tout à fait. Et donc ça a permis aux uns et aux autres. Mais Zang a soulevé un problème important, c'est-à-dire les pays producteurs de ces mines. Mais c'est aussi la responsabilité donc africaine de ces leaders politiques qui se sont combattus, qui ont consacré des millions et des millions de dollars à acheter ces mines pour lutter contre leur propre
frères et aujourd'hui qui sont incapables justement d'assurer le déminage et qui font appel justement à ces forces étrangères, enfin onusiennes pour le déminage. Je crois que ça c'est vraiment le gros regret, mais il faut qu'on ait vraiment présent à l'esprit cette idée que nous sommes tous africains, on peut avoir des oppositions, on peut se battre, mais les mines antipersonnelles, c'est une abomination. Alors, il y a donc ces mines qui ont été posées il y a de nombreuses années, mais il y a aussi de plus en plus des mines de fabrication artisanale. On le voit notamment en Libye, par exemple, mais dans de nombreux pays également. Ça aussi, c'est une problématique majeure qui n'est pas traitée, Mamad Zang. Alors, c'est encore beaucoup plus inquiétant dans la mesure où, lorsque c'est fait par des spécialistes, entre guillemets, il y a il y a des cartes de placement de ces mines, mais quand elles sont artisanales, on les place n'importe où, n'importe comment, et il y a eu énormément d'accidents. Il y a eu plus de 6000 morts depuis 2015 sur le continent africain à cause de ces mines-là. Il y a donc une énorme responsabilité des forces de défense et de sécurité à outiller, dans un premier temps, les agents afin qu'ils puissent être à même eux-mêmes d'assurer une partie, n'est-ce pas, du déminage et donc d'éliminer le danger qui est un véritable obstacle au développement de ces pays-là. Mais on le voit au Mali, hein, sans vouloir vous interrompre, mais on le voit au Mali justement, les dégâts de ces mines antipersonnelles. Mais heureusement que les populations sont moins victimes que les forces onusiennes ou françaises hein, qui sautent sur ces mines-là. Et donc, il faut tout faire, effectivement, qu'au Mali, qu'il n'y ait pas cette prolifération. Et c'est vrai que les mines artisanales, c'est le danger qu'effectivement, on ne sait pas où elles sont déposées. C'est pourquoi au Mali, par exemple, toutes les victimes des troupes étrangères qui sont là, ou de la MINUSMA ou Barkhane, ça fait autant de dégâts. Alors qu'en Angola, au Sud-Soudan, on a des cartes hein, qui ont répertorié tous ces endroits, et donc ce qui permet effectivement aussi le déminage conséquent. Donc le fait que ces engins explosifs soient finalement utilisés par des groupes armés non étatiques, ça rend, c'est ce que disent Alfred Chango et Gaspard, et pardonnez-moi, Mamad Zang, ça rend leur identification plus compliquée. Oui, mais le problème, leur identification par des spécialistes, mais l'homme de la rue ou les villageois lambda, lui, il ne sait pas où se trouvent ces mines. Il est victime de tout ça, et d'autant plus c'est mal barré au Sud-Soudan. Je peux comprendre qu'il y a une rébellion qui est en cours là, en général. Alors, on risque de revenir encore en arrière par rapport à tout ça. Je crois vraiment que nous, Africains, nous devons être les premiers gardiens de nos intérêts, de notre continent. Et avec un peu de volonté, je pense qu'il faut que la plupart des pays regardent aussi ce qui se passe au Sud-Soudan par rapport à ces mines. Parce que j'en parle en connaissance de cause où j'y ai intérêt, puisque la RDC est juste à côté, donc ça peut vite basculer, se retrouver de l'autre côté aussi. Donc aussi bien le Congo et les pays frontaliers du Sud-Soudan doivent aussi veiller au grain pour que la situation ne se dégrade pas davantage, quoi. Donc, les opérations de déminage restent toujours aussi difficiles, Alfred Chango. En effet, c'est-à-dire que toutes ces forces-là, onusiennes ou locales, nationales, n'ont pas toujours les moyens appropriés, adéquats pour aller aussi vite et aussi intelligemment. Et c'est pourquoi justement ça prend autant de temps, parce que le risque c'est aussi pour les démineurs eux-mêmes. Donc il faut qu'ils aient les moyens vraiment de ces déminages. Les Américains ont compris la chose, qu'ils envoient des robots. D'abord, avant d'envoyer les démineurs en tant que tels, les robots qui vont sur les terrains, justement, répertorier tous les endroits dangereux. Et comme ça, ça permet très facilement aux démineurs d'arriver et de faire leur travail. Au Sud-Soudan, en Angola, les Nations Unies sont présentes, mais il faut former du personnel local puisque les Nations Unies n'ont pas vocation à rester.
ça suppose effectivement qu'il y ait des moyens. Les moyens, les États ne les donnent pas toujours assez fort. D'ailleurs, j'allais dire, c'est le cadet de leurs soucis, puisque les Nations Unies sont là, au fond, assurent la suppléance. Et c'est malheureux. On consacre de l'argent à autre chose qu'à ces questions de déminage, même si on voit visiblement les conséquences pour les villageois, pour les jeunes élèves, pour leurs familles. Hein. Donc je crois effectivement que c'est une question de prise de conscience, de volonté politique et de responsabilité politique. Je pense quand même qu'ils ont tort de faire en sorte que ce soit les forces étrangères qui puissent faire ce travail, parce que un pays doit avoir une armée. S'il n'en a pas, il se retrouve toujours avec une armée. Ça sera celle de son voisin ou celle de ses ennemis. Alors on l'a dit tout à l'heure, le personnel sud-soudanais n'est pas formé pour ça. Donc est-ce que le Soudan du Sud a le choix là-dessus? Oui, mais il faut que les forces onusiennes soient un moyen à court terme, pas ad vitam aeternam, comme on vient de le dire tout à l'heure. À court terme, on peut les accepter qu'ils fassent le boulot, mais il faut penser à l'avenir, former les Africains pour pouvoir pallier tous ces problèmes. Il faut d'abord que les Sud-Soudanais règlent le principal problème qui est politique. Une fois qu'ils auront appris à travailler ensemble au lieu de s'entretuer tout le temps, ils pourront objectivement avancer. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Mamad Zong, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je voulais juste ajouter un mot. Je vous en prie. Je voudrais saluer la mémoire de Winnie Mandela, même si une partie de sa vie a été controversée. Et puis je voudrais également saluer l'alternance qui s'est produite en Sierra Leone. Merci beaucoup, Mamad Zong. Gaspard, Hubert, Lonzi Coco, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de Le Congo, Kinshasa, en quelques mots aux éditions L'Atelier de l'Agrégor. Alfred Tchongo, merci à vous également. Mais très heureux d'avoir été avec vous, Zara, autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci de leur accueil bienveillant. Merci donc pour votre fidélité. À demain. Très bonne soirée.